Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle page d'information. Voici les titres. La détresse des agriculteurs du Prêcheur. Voilà 2 ans qu'ils attendent la reconstruction du pont Dôme. C'est une galère quotidienne pour atteindre leurs exploitations. Le chantier est étouffé dans l'œuf par les lenteurs administratives. La colère des riverains du Robert, ils n'en peuvent plus des émanations de gaz toxiques. Un collectif a bloqué l'accès au quartier Pontaléry ce matin. Le sous-préfet du secteur a dû se dépêcher sur place. 55 tonnes de denrées récoltées ce week-end. La Banque alimentaire a atteint son objectif. Vous entendrez le soulagement des bénévoles. Il faut dire que la demande ne cesse d'augmenter sur notre territoire. Et puis pour finir, nous irons en Guadeloupe pour revivre la clôture du 23e festival Terre de Blues. C'était hier soir. L'habitation Murat a vibré au son du groupe créole et de la salsa, vous verrez. 2 années d'attente, 2 années de galère pour atteindre les exploitations agricoles du Prêcheur. Alors à quand la reconstruction du pont Dôme? Les agriculteurs sont suspendus aux promesses successives de la CTM et de Cap-Nord. Catherine Gagné-Cléon avec François Marlin. Yuri emprunte ce sentier 3 à 4 fois par semaine. Un marathon éprouvant. Sur son dos, les légumes de sa récolte. Cette fois-ci, 15 kilos d'aubergines à vendre à ses clients habituels. Difficile d'en charger plus. Aujourd'hui, pour accéder à mon terrain, je suis obligé de faire une randonnée de 1 heure. Une fois arrivé sur mon terrain, je suis fatigué, on ne peut plus. Aujourd'hui, j'ai des chaussures que j'ai achetées peut-être il y a 3 mois. Ces chaussures-là, elles ne sont plus bonnes. Mais comment faire? Est-ce que je vais devoir arrêter de nourrir ma famille? Est-ce que je vais devoir arrêter de ne pas choisir de faire le métier que j'aime? Ai-je le choix? Les difficultés ont débuté il y a 2 ans pour ce jeune agriculteur. Des pluies diluviennes qui fragilisent le pont, seul accès aux cultures. Puis l'effondrement, les agriculteurs sont à terre. C'était en 2023. Aujourd'hui, sur une cinquantaine, une dizaine tient encore le coup. La chaleur, l'absence de route, d'irrigation et des animaux qui souffrent aussi. Cap-Nord devrait faire un marché, lancer un marché pour voir qui c'est qui pourrait le plus rapidement s'occuper des travaux et essayer de rétablir au plus vite pour nos agriculteurs. Parce que je vous dis sincèrement, ils sont en souffrance, en pleine souffrance. Ça fait 2 ans qu'ils souffrent comme ça. La CTM s'était engagée à accélérer les choses il y a quelques mois. Aujourd'hui, Cap-Nord a le dernier mot, tandis que les agriculteurs, découragés par les conditions climatiques de plus en plus rudes et les difficultés d'exploitation, continuent d'alerter sur l'urgence de leur situation. Et sachez qu'un randonneur s'était égaré entre le Prêcheur et la montagne Pelée. 4 pompiers du Grimpe et l'hélicoptère Dragon 972 étaient mobilisés depuis hier. L'homme a finalement été repéré en fin de matinée. L'évacuation est toujours en cours, nous précise Mikey Rask sur cet article web que vous voyez. Vous pouvez d'ailleurs suivre l'évolution de la situation sur cet article. Jamais le littoral du Robert n'avait été aussi envahi par les algues sargasses. Les autorités sont-elles dépassées, impuissantes face à l'ampleur du phénomène? Ce sont les riverains qui posent la question. Ils n'en peuvent plus d'être étouffés par les gaz toxiques. Ce matin, un collectif a bloqué les accès au quartier Pontaléry. Le sous-préfet en charge des sargasses a dû se rendre sur place. Franck-Edmond Mariette avec Jean-Marc Kedenga. Grande difficulté de circulation ce matin entre le Lamentin et le Robert. À l'origine de ces perturbations, ce barrage filtrant, dressé dès 5 heures par les membres du collectif des riverains de Pontaléry. La circulation de la zone est réglementée par les forces de l'ordre, mais les automobilistes doivent tout de même prendre leur mal en patience. J'avais un rendez-vous chez le médecin à Trinité. Je suis obligé de faire demi-tour et à cette heure-là, mon heure est passée. Je suis dans l'embouteillage depuis à 7h15. Je suis du coin, donc je comprends leur action. En effet, depuis plusieurs semaines, les filets des barrages flottants au large des côtes ont cédé. Les sargasses arrivent en masse. En décomposition, elles dégagent des odeurs nauséabondes et des gaz toxiques. Un véritable calvaire pour la population. J'ai mon fils de 7 ans, ma fille et ma compagne, ils sont malades. L'enfant a une toux, mais du jour, une fois que le barrage a cédé à Pointe-Hyacinthe, l'enfant est tombé malade du jour au lendemain avec une toux qui fait peur. Pour aller dormir le soir, je suis obligée de mettre mon oreiller sur ma tête pour pouvoir éventuellement et dormir
2 heures de temps seulement. 15 ans que ça dure. 15 ans. C'est pourquoi quand j'entends M. le maire parler pour dire que ceci, cela, moi je dis que c'est du blablabla. On en a marre. Moi, je dis c'est là que je aller. Oui, il faut venir ici, pour ça, prendre l'odeur. Dépêché sur place, le sous-préfet peut en fait analyser les doléances des manifestants. On nous dit d'attendre le mois de juillet qu'on aurait eu un barrage. Et le barrage, jusqu'à maintenant là, il est en appel d'offres. Le temps de répondre à l'appel d'offres, on sera là pour octobre-novembre. On sera déjà tous décédés. Comme on a fait le constat qu'il y avait effectivement une difficulté, c'est normal pour les mairies qui ont beaucoup de choses à faire, parfois à prioriser ces éléments-là. On a ouvert la possibilité, sous la responsabilité du président du GIP à la dernière séance du conseil d'administration, que le GIP puisse aussi prendre en direct la maîtrise d'ouvrage des filets dans l'avenir pour justement éviter des situations comme ça. Il faut ramasser en mer, il faut faire des barrages, il faut ramasser à terre. Donc on a toute une série de dispositifs qu'il faille mettre en place, mais avec les moyens qui sont dimensionnés à cela. Les membres du collectif souhaitent surtout que grand nettoyage de la zone soit fait rapidement. En fin d'après-midi, le barrage routier a été levé. Et double peine, la qualité de l'air est mauvaise sur le territoire. Regardez cette alerte rouge de Madininer aujourd'hui. Ce sera encore le cas demain. Notez bien que le brûlage des déchets verts est interdit, tout comme les activités en extérieur dans les structures qui accueillent les enfants. 60 pays rassemblés en ce moment dans l'Hexagone pour réfléchir à une meilleure préservation du monde marin. C'est la conférence des Nations Unies pour les océans. Aujourd'hui, deuxième jour, les décisions prises en haut lieu seront-elles à la hauteur du constat sur nos territoires, comme la diminution de la ressource dont témoignent les pêcheurs martiniquais. Reportage d'Aurélien Février et Marc-François Calmot. Dernier préparatif pour Antonius et Molly, au port de Poirier à Rivière-Pilote. Ils partent pour la semaine, pêcher à la ligne, autour de dispositifs de concentration de poissons à 200 km à l'est des côtes martiniquaises. La faute à une année compliquée, à la rentabilité en berne. Avec les différents courants, c'est très difficile pour nous. Et les sargasses ont joué un rôle majeur dans la reproduction du poisson. Par semaine, on fait minimum 500 à 600 kg, comme le bateau n'a pas une grande capacité. Mais c'est aussi depuis février, c'est entre 150 et 250 kg de poissons. Sentiment partagé par Marcel au Vauclin. Lui a dû diversifier sa pêche pour s'en sortir. Il vient de relever ses casiers. Bilan, moins de poissons et moins de clients. Un jour comme ça, là, je suis arrivé avec des poissons de jeunes carpes là. Quoi, il est à peine il est midi 20. Je suis entré, il était 10h quand même. Il y a du monde qui attend pour acheter du poisson. Et aujourd'hui, c'est très calme. À Cap-Chevalier, fini la pêche dans le lagon, tué par les sargasses. Steve travaille au filet pour rester dans ses frais et remonter jusqu'à 100 kg de poissons par jour. Il doit désormais utiliser 3 filets contre un seul les années précédentes. Je suis inquiet parce que ils disent que c'est un métier d'avenir, mais moi je pense que c'est un métier qui va pas tarder à disparaître avec tout ce qu'on a là. Pourtant, la Martinique est protégée de la surpêche et le nombre de pêcheurs a diminué de moitié selon la direction de la mer. Si elle prône un renouvellement des générations, elle demande également le respect des déclarations de capture pour pouvoir acter le ressenti des pêcheurs. On connaît mal aujourd'hui l'état des stocks de poissons. Et ça, c'est un outil, la pierre angulaire de cette connaissance scientifique, c'est la déclaration de capture par laquelle le pêcheur déclare régulièrement aux scientifiques les espèces pêchées, leur quantité, leur taille, etc. Et ce qui permet d'objectiver un certain nombre de choses. Est-ce qu'en période de sargasse, il y a plus ou moins de poissons? En réalité, il y en a souvent moins, car la sargasse vient obstruer ce qu'on appelle les DCP. Là, les courants ont-ils une influence sur les captures ou non? Aujourd'hui, ces déclarations de capture sont obligatoires. On a aujourd'hui un taux de remontée de l'ordre de 60%. Pour inciter les pêcheurs à effectuer leurs déclarations, la direction de la mer les associe à certaines aides et mesures d'accompagnement. Elle développe également une application sur smartphone pour faciliter les démarches. Dans le reste de l'actualité, la pastorale des jeunes a été fructueuse dimanche au stade de Dillon. La Banque alimentaire annonce avoir récolté 55 tonnes de denrées. C'était l'objectif fixé pour renflouer les réserves, espérer répondre à la demande des bénéficiaires, car ils sont de plus en plus nombreux. Nathalie Josse, Karine Cassuto. Bonjour. Bonjour. Voici les dons.
Jessie est venue ce matin ramener des vivres parmi ceux récoltés par la pastorale des jeunes. C'est grâce à leur action le dimanche de Pentecôte que la Banque alimentaire a pu atteindre les 55 tonnes fixées pour la collecte cette année. On sait qu'il y a vraiment des besoins, qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance qu'on peut avoir et qui ont vraiment besoin d'aide. Donc c'était vraiment important pour la pastorale des jeunes. Une collecte supplémentaire de près de 4 tonnes pour la Banque alimentaire qui a donc pu atteindre ses objectifs. Ça nous aide parce que nous avons récolté 51 tonnes. Notre objectif était 55. Nous en voulions davantage et même pour les 55, c'est peu. Quand on récolte 55 tonnes, c'est pour 2 à 3 mois de distribution et encore. Donc ça complète, ça ne fait que du bonus par rapport à ce que nous avons récolté. Et en plus, voir les jeunes en action, c'était aussi une très belle chose. Les jeunes qui ont compris, puisqu'ils ne voyaient pas comment on fonctionnait. De nombreuses familles pourront donc ainsi être aidées. Conserves, produits d'hygiène, dans un contexte où l'inflation est toujours aussi élevée. Ce sont tout ce qui est produits bébés, nous avons du lait, nous avons des conserves de poissons, nous avons des lentilles, tout ce qui est légumes secs. On a un petit peu tout ce qu'on a besoin, y compris les produits d'hygiène. Là, par exemple, nous avons les protections hygiéniques. Comme nous savons, c'est un gros problème pour les jeunes pour pouvoir s'acheter ces produits qui sont quand même très chers. La Banque alimentaire aide plus de 60 associations, CCAS ou épiceries solidaires, soit 20 000 personnes en Martinique qui viennent trouver ici de quoi se nourrir. Avez-vous pris une minute pour apprécier le bonheur de respirer? Il est encore temps de le faire. Tout le monde est invité à le faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la Minute internationale des odeurs. Événement relayé chez nous par Madine Miner et l'association anosmi.org. Voyez l'atelier mené à l'école de Kerlis ce matin. Il s'agit de rappeler qu'un odorat, ça s'aiguise, ça s'entretient, et ce dès le plus jeune âge. Camille Monnier, Patrice Château-Dégâts. Leur nez en éclaireur, ces maternelles déambulent dans la cour, humant l'air avec concentration, à la recherche de la moindre odeur. Je me promène un peu par ici, ensuite je vais par ici et je vais par ici pour voir les différentes odeurs. Ils n'ont qu'une minute pour noter sur ce bout de papier toutes les senteurs perçues. Je sens des odeurs de fleurs, je sens des odeurs de parfum de framboise et de fumée. J'ai senti des odeurs. Mais j'ai senti du parfum et c'était agréable à sentir. Agréable, mais l'odeur peut être aussi gênante. En classe, c'est jeu de devinettes. Mon odeur, elle est désagréable et c'est un truc sucré. Et ça me fait penser à un dessin que ma maman avait fait. L'odeur est un sens étroitement lié à la mémoire et aux émotions. À travers ces ateliers, les enfants en prennent conscience. L'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants de savoir l'importance que peut avoir l'odorat dans le développement de leur cerveau, par exemple, et aussi faire le lien avec les générations un peu plus âgées sur le sujet. Alors, tout ça constitue ce qu'on appelle la flaveur. Cette année, la Minute internationale des odeurs soutient la cause de l'anosmie, perte du sens olfactif. Un trouble encore méconnu, mais aux impacts majeurs. C'est important aujourd'hui de détecter quand même suffisamment tôt cette problématique pour accompagner au mieux ces enfants qui grandissent très souvent avec un sentiment de honte, un problème d'estime de soi, et il faut les aider très tôt à dépasser en fait ce sentiment de honte. L'anosmie peut être traitée dans un premier temps par une rééducation olfactive en autonomie. Elle peut être diagnostiquée par un ORL. Actuellement, 5% de la population mondiale souffre de troubles de l'odorat. Dans l'actualité de la Caraïbe, vive tension entre le Venezuela et Trinidad. La première ministre de l'archipel, Kamla Persad Bissessar, menace d'utiliser la force létale contre tout navire non autorisé en provenance du Venezuela. Au préalable, le régime de Nicolás Maduro avait annoncé avoir démantelé un complot dont la piste remonterait jusqu'à Trinidad. Michel Gendre. Il y a une semaine, Nicolás Maduro annonçait à la télévision avoir déjoué un nouveau complot. Nous avons capturé un groupe de terroristes par ici, par l'est du pays, avec un lot d'armes de guerre entrant par Trinidad et Tobago, et dont la moitié sont colombiens, des tueurs colombiens.
Diosdado Cabello, son ministre de l'Intérieur, avait annoncé l'arrestation d'un Trinidadien et promis de traquer où qu'il soit tous ceux qui tentent de déstabiliser le Venezuela. Des propos qui ont eu le don d'exaspérer Kamla Persad-Bissessa. Son sang n'a fait qu'un tour. La première ministre trinidadienne a haussé le ton et promis de défendre ses frontières par tous les moyens. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le territoire vénézuélien, mais ils ne peuvent pas venir ici. Trinidad leur est interdit. Si les commentaires de M. Cabello sont une menace voilée d'entrer sur le territoire, ils devraient reconsidérer toute intention de ce genre. Je vais parler au ministre de la Défense et au procureur général afin d'obtenir des conseils sur les mesures de protection permettant à nos gardes-côtes d'utiliser la force létale contre tout navire non identifié pénétrant dans les eaux de Trinidad et Tobago en provenance du Venezuela. Cette déclaration a évidemment fait réagir Caracas. Hier, le ministre vénézuélien de l'Intérieur a jugé ses propos disproportionnés et injustifiés. C'est un truc de fou, les déclarations de cette dame, parce que nous ne nous rendrons pas à Trinidad et nos bateaux n'entrent pas non plus à Trinidad. Je ne sais pas quelle force ils ont, mais bon, c'est un truc de fou. Nous donnons cette information à Trinidad, non pas pour que son gouvernement soit offensé, mais pour qu'il enquête. Aux relations cordiales qu'entretenait la précédente administration, l'arrivée au pouvoir des Mumets de Kamla Persad-Bissessa a tout bouleversé. Elle a désavoué, comme la Maison-Blanche, l'accord permettant à Trinidad de développer un champ gazier avec Caracas. La première ministre de 73 ans ne cache pas son soutien à la politique américaine menée vis-à-vis de Nicolás Maduro. Allez, retour chez nous à la rencontre de Thierry Henry, non pas le footballeur, mais le nageur. 53 ans médaillé de bronze au championnat de France handisport l'an dernier. Il s'envole de nouveau demain avec cette fois l'espoir de rapporter l'or. Tout va se jouer ce week-end à Aix-en-Provence. Karen Cassuto a suivi ses derniers entraînements. Regardez. Allez, Titi! Mets du rythme, Titi! Mets du rythme, mets du rythme, mets du rythme! Allez, les toutes dernières brasses dans cette piscine de Schellcher. Thierry Henry, nageur non-voyant, est déterminé. Hôte d'accueil la journée, il s'entraîne ensuite ici tous les soirs, de 19h à 20h30. Dernier entraînement pour moi en piscine, hein? Parce que après, à la maison, je fais du cardio. Et j'ai un cardio et puis un tapis pour faire un peu de renforcement musculaire. Il met toutes les chances de son côté pour le championnat national. Dans ce club, Transnage Caraïbes, ses accompagnateurs le suivent de près. Sa force, il nage la brasse, c'est sa spécialité, et le crawl. Bon, sa nage faible, c'est le dos. Mais il arrive maintenant à se débrouiller. Au départ, c'était un nageur, il est devenu aveugle. Mais au départ, c'était déjà un bon nageur. C'est trop près du bord, ce que tu fais là. La difficulté, c'est de réussir à se repérer pour nager en ligne. Nous avons ce que nous appelons un tapeur qui, on le touche sur le bonnet, un seul coup, parce que si on fait 2 fois, il est disqualifié. 1,50 m avait l'arrivée pour qu'il sache que le bord du bassin arrive. Dans son cours, 13 autres nageurs en situation de handicap le soutiennent, dont sa compagne, non-voyante elle aussi. C'est mon champion. D'ailleurs, je me dis, j'essaie de suivre le rythme. Bon, c'est une façon de me challenger aussi. Je me dis petit à petit, avec du travail. J'espère. Elle est très amoureuse. Ah oui, ça, c'est mon doudou à moi. Et pour cause, Thierry Henry a déjà rapporté une médaille de bronze à la Martinique l'année dernière pour sa première participation. Alors avant de repartir, l'heure est au souvenir. Cette année, tu veux faire quoi? 3 médailles d'or. 3 médailles d'or? Waouh! Tu vas aller au JO. Tu peux le dire, ouais. Je ne veux pas m'avancer. Cela, c'est avec la santé, avec la grâce de Dieu. Moi, je vise aussi les Jeux paralympiques. Pour l'instant, il doit battre les 15 autres nageurs handicapés de sa catégorie, tout handicap confondu. Le championnat commence ce samedi 14 juin, à 7000 km d'ici. Voilà, et on suivra bien sûr l'évolution des exploits de Thierry Henry. On termine ce journal en musique. Le festival Terre de Blues s'est achevé hier en Guadeloupe. 5000 visiteurs ont répondu à l'appel pour cette 23e édition. L'habitation Murat a vibré au son du groove créole et de la salsa. Rudy Rilsi.
sur la scène du Murat ce dernier soir, le blues arrangé de Delgrès. Un blues flambé au rhum de Marie-Galante, terre de blues. Un blues très créole. Le récit d'un conte que le public du Murat semble connaître. Enfin une femme sur cette 23e édition du Festival Terre de Blues. Elida Almeida. Une voix merveilleuse, envoûtante, venue du Cap-Vert. Une voix qui pince, qui chatouille le public du Murat. Une touche pop et des textes vibrants en terre de blues. Des musiques qui racontent l'exil, l'espoir, la résilience. Avec en plus le charme ensoleillé de Yuri Buenaventura. Un moment à la fois intime et vibrant, porté par la richesse des influences afro-caribéennes. Car le chanteur reste attaché à l'histoire, au patrimoine, à la mémoire, d'où son intérêt pour le Memorial Act. Savoir que c'est reconnu, ça apporte à notre dignité ethnique. Parce que c'est comme si ça n'avait pas existé. Espagne ne le reconnaît pas, Portugal ne le reconnaît pas, Hollande ne le reconnaît pas. Et le fait d'avoir un lieu comme ça, c'est de dire, on a vécu ça, ok, où on va à l'avenir. Mais au moins ma dignité est respectée. Un véritable partage de lumière en terre de blues. Une terre de blues qui a tenu toutes ses promesses. Les records d'affluence ont été pulvérisés. L'objectif a été atteint et je remercie encore vraiment toutes les petites mains qui m'accompagnent pour faire de ce festival une belle réussite. Merci aux festivaliers, vous avez vu que nous avons eu un public idéal, on va dire, qui était vraiment, il y avait une ambiance, une convivialité, et c'est ça, Marie-Galante, c'est ce qu'on voudrait offrir et continuer à offrir, garder ça, l'âme de Marie-Galante, ce festival, la route de l'esclave qu'on retrace à travers les artistes qui sont invités. Il semble que selon les derniers chiffres, plus de 17 000 festivaliers ont foulé la terre du Murat. Et c'est la fin de votre journal régional. Je vous en rappelle le titre principal, 2 années d'attente, 2 années de galère pour atteindre les exploitations agricoles du Prêcheur. À quand la reconstruction du pont d'Homme? En attendant, la majorité des agriculteurs du secteur a déserté. Une dizaine résistent, comme Yuri, que nous avons rencontré. 1 heure de marche, vous l'avez entendu, chaque jour pour atteindre son terrain. L'agriculteur est suspendu aux promesses successives de la CTM et de Cap Nord. Merci d'être avec nous. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le journal national et international. À tout de suite.